Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle rencontre virtuelle proposée par le Mémorial de la Shoah. Ce soir, nous sommes très heureux d'accueillir depuis Londres l'historien Daniel Lee à l'occasion de la publication chez Liana Levy de son ouvrage intitulé Le fauteuil de l'officier SS sur les traces d'une vie oubliée, dont le texte a été traduit de l'anglais par Pierre Régnier. Alors, cher Daniel, nous avons lu avec beaucoup d'intérêt votre livre qui se lit, selon moi, comme un roman. Et je pense à la tradition du roman initiatique en ce sens qu'on y découvre l'ambition et l'accomplissement d'une vie, à savoir celle de Robert Kissinger, qui est né donc en 1907 dans une bonne famille et qui deviendra juriste et officier SS. Alors, l'ouvrage se lit comme un roman, mais il n'a rien de fiction. Il s'agit d'une enquête historique extrêmement bien documentée qui renseigne sur le nazisme et sur le parcours de ces nazis ordinaires tombés dans l'oubli après la guerre. Alors, c'est donc un livre d'histoire, mais qui se détourne des carcans académiques, car en quelque sorte, vous mettez en scène votre enquête en informant le lecteur de l'évolution de ces étapes, de ces aléas, et également de vos questionnements qui vont, au final, vous mener à sonder l'histoire de votre propre famille, dont certains membres ont péri dans la Shoah. C'est donc un livre hybride à plusieurs entrées, mêlant plusieurs histoires. Et pour en discuter, il nous a semblé que Nicolas Patin, que je salue et accueille avec grand plaisir également, était la personne tout indiquée. Nicolas, vous êtes maître de conférence à l'université Bordeaux-Montaigne, vous êtes spécialiste de l'histoire de l'Allemagne au XXe siècle et du nazisme, et vous vous êtes également intéressé au parcours d'un autre officier SS, en la personne de Friedrich Wilhelm Krüger, dont vous avez écrit la biographie, qui s'intitule Krüger, un bourreau ordinaire, paru chez Fayard en 2017 et qui est également disponible en poche. Donc, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite à tous les deux une très bonne discussion. Et, cher public, nous nous retrouvons dans environ 45-50 minutes. Vous aurez donc l'occasion de pouvoir poser vos questions à Daniel Lee et Nicolas Patin. Je vous explique en deux mots comment faire pour celles et ceux qui ne sont pas encore familiarisés par Zoom. Soit vous posez votre question par écrit en cliquant sur l'onglet discussion qui est en bas de votre écran, soit vous décidez de lever la petite main et donc on vous passera la parole. Je vous souhaite à toutes une bonne soirée. À tout à l'heure. Merci, merci Julie. Bonsoir à tout le monde et bonsoir à Daniel. Bonsoir Nicolas. C'est évidemment un plaisir d'être là. Alors je le dis pour les auditeurs et les auditrices, on ne vous voit pas, donc on va discuter tous les deux, comme l'a dit Julie, pendant 3/4 d'heure à propos du livre. Et puis ensuite, comme dans la tradition du mémorial, vous aurez du temps pour poser autant de questions que vous avez envie d'en poser sur tous les aspects que Daniel va éclairer de ce point de vue-là. Alors, je fais juste une petite présentation complémentaire par rapport à Julie. Donc le livre, il est là. Il s'intitule Le fauteuil de l'officier SS sur les traces d'une vie oubliée. Et c'est déjà un livre qui, même s'il est récent, a sa petite histoire, puisqu'il est paru en mai 2020 aux États-Unis. Il a été traduit dans la foulée en France en octobre et on peut le fêter aujourd'hui en italien, ce qui est toujours le signe d'un bon succès. Alors, Daniel Lee, je vous présente rapidement. Vous êtes enseignant à la Queen's Mary University de Londres. Vous avez étudié dans de nombreuses universités, dont Sciences Po Paris, et vous êtes spécialiste de la Seconde Guerre mondiale et aussi de l'occupation en France, notamment de la question des enfants sous le régime de Vichy, auquel vous avez consacré un livre en 2014 qui s'appelle French Jewish Youth and the Vichy Regime. Et aujourd'hui, vous revenez, alors vous avez plein d'activités, je peux lister, vous travaillez avec la radio, à la BBC, etc. etc. Aujourd'hui, vous venez avec ce livre qui est singulier, comme l'a rappelé Julie, avec d'un côté
une enquête très précise, historique, sur un SS. Donc, en gros, les responsables, on va avoir tout le temps d'en discuter, mais les responsables criminels du régime nazi, qui s'appelle donc Robert Griesinger. Et en même temps, le livre parle de votre propre enquête à travers cet objet du fauteuil, sur lequel on va aussi revenir, qui vous permet de montrer comment, et je pense que ça constitue une originalité du livre, comment vous avez discuté avec la famille de cet ancien SS et à quel point cette mémoire est difficile. Je rappelle juste quelques titres. Ces dernières années, il y a eu dans cette recherche qu'on peut appeler, alors qu'on appelle, peu importe en allemand, la Täterforschung, mais la recherche sur les bourreaux, il y a eu un renouveau sur la question de la manière dont la mémoire des crimes s'était transmise dans ces familles-là. Alors, on est relativement coutumier, il y a des recherches qui ont été faites sur cette question de la mémoire dans les familles juives, dans les familles des victimes, et on voit aujourd'hui ces travaux très intéressants sur la transmission intergénérationnelle du traumatisme. Hein. Mais c'est vrai que du point de vue des bourreaux, on avait considéré qu'il y avait la dénazification, dont on sait très bien qu'elle a été rapidement faite et qu'elle a laissé échapper des dizaines de milliers de criminels. Et on s'est intéressé ces dernières années à la trajectoire de cette mémoire des bourreaux dans les familles allemandes, avec 2 titres. Alors un international qui est le livre de Philippe Sands, traduit en français, qui s'appelle La filière, qui s'intéresse à la trajectoire de Otto Wechta, qui est un criminel de Galicie qui a été responsable de la Shoah donc dans cette zone d'Ukraine actuelle. Et puis un livre français que peut-être les spectateurs ont lu, qui était le très beau livre de Géraldine Schwartz, Les Amnésiques, chez Flammarion en 2017, qui retraçait le travail de cette culpabilité dans les familles allemandes. Alors, partons maintenant pour nos questions, où vous avez, Daniel, du temps pour répondre, pour développer. Moi, la première question est toute simple. Vous faites donc l'histoire de ce Robert Griesinger, qui est donc un juriste de la section 3C de la police de Bade-Württemberg, qui a le numéro de SS 161 860. Et vous dites que cette personne vous tombe dessus. Parce qu'un jour, il y a cette histoire de ce fauteuil qu'on voit ici sur la couverture. Tout bêtement, comment cette enquête est arrivée, comment le sujet vous est tombé dessus, quelle est l'histoire de ce fauteuil qui vous amène finalement à ce livre? Merci beaucoup. Vous m'entendez? Très bien. Merci beaucoup, Nicolas. Merci, Julie, pour l'invitation. Bonjour à tous. Bonsoir à tous. Donc, oui, pour répondre tout simplement à votre question, moi, j'ai terminé mes études en Angleterre. J'ai fini mon doctorat. Et j'habitais pendant quelques mois en Italie. J'étais en Florence. Et je viens d'arriver dans la ville de Florence. Et un beau jour, j'ai décidé avec quelques potes d'organiser une petite réunion à la maison. Et il y avait une jeune femme hollandaise qui était aussi à l'université. Elle n'était pas historienne, elle était en droit. Et elle est venue me voir et elle m'a dit « Oh, vous êtes le nouveau historien de la Deuxième Guerre mondiale, c'est ça ?» J'ai dit « Bah oui. » Elle m'a dit « Bon, ça fait quelques jeux que je veux parler avec vous parce que quelque chose vient tout juste d'arriver à ma mère. » Et je me suis dit, bon, OK. De temps en temps, les gens, ils m'appellent, ils m'écrivent quand ils veulent poser des questions, ils veulent partager des histoires sur la Deuxième Guerre mondiale et leur propre famille. Mais normalement, ils partagent des choses sur le grand-parent ou je sais pas, des oncles ou des tantes qui ont été rescapés ou des gens qui ont été déportés, des choses qui se sont passées pendant la guerre. Donc, le fait qu'elle voulait partager quelque chose, un événement récent, tout de suite, je me suis dit, bah, c'est quoi cette histoire? Et dis donc, elle m'a parlé tout de suite d'un certain fauteuil que sa mère avait récemment déposé chez un tapissier à Amsterdam pour le faire restaurer. Alors, lorsque elle retourne, la maman, lorsqu'elle retourne quelques jours plus tard pour récupérer le siège, elle avait déclaré, le monsieur qui faisait le travail, il a déclaré tout net
qu'il refusait de travailler pour une famille de nazis. Elle était stupéfiante. C'est quoi cette histoire? Je ne vous comprends pas, monsieur. Et à ce moment-là, à Amsterdam, il lui a montré une liasse de documents estampillés de la croix gammée qu'il avait trouvé à l'intérieur de l'assise, du coussin de fauteuil. Et ce monsieur, il avait conclu que la dame, elle était certainement la fille d'un nazi qui s'appelait Robert Griesinger, qui était l'homme mentionné sur tous les papiers dans la liasse. Ce n'était pas du tout le cas. Elle ne reconnaissait ni le nom de Griesinger, ni ses documents. Elle n'avait elle savait pas du tout comment les papiers ont pu aboutir à l'intérieur de son fauteuil. Mais en fait, il paraît que le fauteuil n'était pas un meuble de famille. Et cette dame n'était même pas hollandaise. En fait, elle était tchèque, elle était de Prague. Et dans les années 60, elle était étudiante à Prague. Et un beau jour, elle a dû chercher de quoi meubler sa chambre d'étudiante pour des prix modestes, comme on a tous fait quand on avait 18 ans. Et un jour, elle était dans la vieille ville de Prague et elle cherchait des meubles dans toutes les boutiques, etc. Elle a trouvé ce fauteuil. Et donc, elle a adoré, elle a acheté à ce moment-là et elle a gardé. Et donc, au début des années 80, elle a reçu la permission de quitter la Tchécoslovaquie communiste. Et à ce moment-là, elle pouvait emporter avec elle dans le train juste quelques affaires. Elle a adoré ce fauteuil, donc elle a pris avec elle et elle a gardé avec elle pendant toute sa vie adulte. Et ce qui est marrant, on voit dans des films, dans des photographies, des films de famille, on voit effectivement dans l'arrière-plan le fameux fauteuil. Et donc, cette jeune femme hollandaise, elle est venue me voir à Florence. Elle m'a posé la question tout simplement, qui était cet homme, Robert Griesinger, et comment ces papiers ont abouti dans le fauteuil. Et il faut dire aussi que les papiers qui ont été trouvés dans le fauteuil, c'était vraiment des papiers très, très précieux de Griesinger. C'était des papiers qui ont été sélectionnés avec soin, si je puis dire. On y trouvait des passeports émis pendant la guerre, des obligations de guerre, des titres non encaissés de bourse, même un certificat de doctorat de droit. On voit aussi, je ne sais pas si on a une photo de fauteuil, Alexandre, si on peut partager ça avec tout le monde. Voilà. Donc ça c'est le fameux fauteuil. Et puis la deuxième photo, c'est une photo qui a été, ça c'était dans un passeport qui a été trouvé dans l'assise. Et on voit très bien que ce Robert Griesinger, il a une cicatrice sur sa joue gauche qui m'intéressait un peu au début. Mais ces papiers ne livraient aucun indice sur ce qu'il était devenu après la guerre. Je sais que lui, il était à Prague pendant la guerre, mais qu'est-ce qui s'est passé après? Je ne savais pas du tout. Il n'y avait aucun indice. Est-ce qu'il a été tué à la libération? Est-ce qu'il a été capturé par les soviétiques et fait prisonnier? Je ne savais pas. Mais il n'existait aucune trace sur lui. Il n'était pas cité dans des livres sur Prague occupée, sur toutes les ressources en ligne. Il n'est pas là. Donc, cet homme,
qui n'existait juste à travers une poignée de documents administratifs dans le fauteuil m'intriguait. Et je voulais retracer son itinéraire et aussi l'histoire de ce fauteuil. Et là, alors je reprends en essayant d'être un peu fluide en Zoom, ce qui n'est pas toujours facile. Oui. Vous montrez, donc pour nos auditeurs, il y a cette surprise qui est qu'effectivement, des dizaines d'années après la fin de la guerre, tout d'un coup, cet objet vous est amené et les documents vous sont amenés par un hasard. Alors, ça a pu arriver un peu plus tôt. Là, je prends juste un exemple, le journal de Goebbels, Joseph Goebbels, le ministre de la Propagande, qui nous est connu parce qu'on l'a trouvé après la chute du mur de Berlin et du communisme dans les archives moscovites. On en avait retrouvé un premier bout dans une papeterie. Il avait été utilisé comme en 1946-47 comme du brouillon. Et tout d'un coup, quelqu'un s'était rendu compte que ces centaines de feuilles, c'était un morceau du journal de Goebbels. Donc ça arrive. Mais Oui. c'est vrai qu'avec le temps, c'est de beaucoup plus en plus rare, d'où l'intérêt de votre trouvaille. Oui, c'est intéressant ce que vous dites parce que c'est le fait que, pour moi, le fait que c'était quelque chose qui a été vraiment caché, c'était quelque chose qui m'a... J'avais plein de questions sur ça. Et le fait que le tapissier qui a fait le travail, lui-même, il a été vraiment horrifié par le découvert. Par contre, moi, quand je suis allé à Prague, moi, je voulais écrire, je voulais savoir tout sur ce fauteuil. Donc, j'ai imprimé des dizaines de photographies de cette fauteuil. Je suis allé à Prague et je me suis trouvé dans la vieille ville où il y a toujours ces mêmes artisans qui travaillent sur les meubles, etc. Et je parlais aux gens et vraiment, j'ai visité des expositions et des ateliers pour poser des questions sur ce fauteuil. Et vraiment, les gens là, la réaction n'était vraiment, c'était pas du tout pareil que le tapissier à Amsterdam. Moi, j'ai dit, mais monsieur, vraiment, là-dedans, il y avait des papiers nazis. Ah, et le monsieur, un des messieurs, je me souviens très bien, il a tiré sur sa cigarette et il m'a dit, monsieur, c'était la Tchécoslovaquie communiste. Les gens avaient de bonnes choses, enfin, ils avaient des bonnes raisons de planquer des choses. Moi, je trouve chaque jour des choses cachées, soit dans les photos ou dans des lits, etc. Donc, pour moi, c'était très, très intéressant au début. Alors, c'est vrai qu'ensuite, on débute le livre sur cette espèce de hasard qui fait que Griesinger, je vous cite, vous tombe dessus d'une certaine manière. Bon, on va pas, je rassure les auditeurs, on va pas dire tout du livre, comme ça vous aurez du plaisir pour le lire. C'est vrai qu'ensuite, vous montrez que vous faites votre travail d'historien professionnel. Vous allez dans les centres d'archives, vous allez partout, dans les grands centres d'archives consacrés, Berlin, Munich ou d'autres, et vous reconstituez l'itinéraire le plus précisément possible de ce SS. Et ça m'amène à ma deuxième question. Dans la manière dont on perçoit le nazisme aujourd'hui, que ce soit en Allemagne ou en France d'ailleurs, on le perçoit à travers une poignée de grands responsables. Alors évidemment, tout en haut, Hitler, il y a 12 000 biographies d'Hitler qui existent dans le monde, qui est considéré comme le mal absolu, et tout le monde a un avis ou croit savoir quelque chose sur lui. Puis ensuite, on a évidemment souvent les hiérarques politiques, les dirigeants, Hermann Göring, le patron de la Luftwaffe, Joseph Goebbels, le ministre de la Propagande. Pour ce qui est de l'appareil criminel, Heinrich Himmler, le directeur, enfin le dirigeant, le chef suprême de la SS. Et puis parfois, évidemment, après le travail de Hannah Arendt et puis le procès de 1961 Adolf Eichmann, j'écrirai tous ces noms-là tout à l'heure dans le chat, et puis Reinhard Heydrich qui justement dominait la Bohème. Vous apportez autre chose. Vous apportez la vision de quelqu'un qui est vraiment, qui déjà, on y reviendra sur ce qu'il fait pendant la Seconde Guerre mondiale, mais qui, si vous voulez, est tout en bas de l'échelle, enfin pas tout en bas, dans un rang intermédiaire. Qu'est-ce que ça apporte à notre connaissance, cet intérêt de sortir des grandes figures pour s'intéresser finalement à un nazi ordinaire? Je ne sais pas si,
quand vous dites 12 000, c'était quelque chose que vous venez de... Est-ce que c'est vrai quand vous dites 12 000? J'aime bien les chiffres, oui, c'est vrai. Il y a, dans le monde entier, dans toutes les traductions, il y a 12 000 biographies d'Hitler qui ont été écrites depuis la toute première de Konrad Hayden en Incroyable. 1936, si je ne dis pas de bêtises. Bon, ça montre que même aujourd'hui, il reste toujours une fascination, 3/4 de siècle plus tard, sur cette période. Mais pour moi, pour comprendre les rouages du Troisième Reich, nous devons connaître les nazis ordinaires et non pas les Hitler, les Himmler, les Goebbels, etc. Ce dont le rôle dans la guerre et le génocide a disparu. Et donc, quand j'ai rencontré cette jeune femme, Véronica, j'ai su que je voulais expliquer, je voulais raconter l'histoire de Griesinger, et chaque fil que je tirais ouvrait de nouvelles recherches inattendues. Et cela m'a permis de m'interroger sur ce que je croyais savoir de notre relation à l'histoire. Et donc, qui était ce Griesinger? Donc, pour commencer, comme vous dites, Nicolas, il fallait aller, je devais passer quelques temps à Berlin, où il y a les archives de l'SS. Mais comme vous savez très bien, les 2/3 des dossiers de millions de membres de l'SS ont été détruits par les bombardements alliés pendant la guerre. Et donc, moi, j'avais beaucoup de la chance. Quand je suis arrivé à Berlin, il y avait le dossier de Griesinger. Donc, tout de suite, j'ai appris qu'il est né en 1906 de Stuttgart. Dans les années 30, c'était un jeune juriste de très bonne famille. Il était bureaucrate, ordinaire, mais ambitieux, et toujours en quête de promotion. Et dans les années 30, il a travaillé dans le quartier général de la Gestapo à Stuttgart, où il était juriste. Et pendant la guerre, il était fonctionnaire à Prague. Mais quand j'étais aux archives à Berlin, les lettres, les rapports, les choses sur Griesinger dans le dossier SS n'étaient pas vraiment ce que je cherchais. C'était pas vraiment... Moi, je cherchais des choses sur sa vie quotidienne, des éléments. Qu'est-ce qu'il a fait dans l'SS? Parce que quand vous dites qu'il y a 12 000 livres sur Hitler, il y a peut-être 10 000 livres sur le SS. Donc, on pense même maintenant que cette organisation, tout a été écrit. Ça, c'est ce que je pensais au début. Mais je peux vous dire qu'il reste beaucoup de choses à faire. Les historiens, oui, on a juste... il reste des choses à faire. Et donc, quand j'étais à Berlin, j'étais dans les archives de l'SS, j'ai découvert que Griesinger, il avait une femme, Gisela, et il avait 2 enfants aussi. Ça, c'était la première fois où j'ai découvert que lui, il était papa. Donc, il y avait toutes des renseignements sur Stuttgart. Il y avait très peu à Berlin. Et donc, je devais quitter Berlin. Je suis allé à Stuttgart aussi pour chercher des traces écrites sur lui dans les archives. Mais c'était très difficile aussi à Stuttgart parce que à la fin de la guerre, comme vous savez, les SS, ils avaient mis le feu aux archives partout, pas juste à Stuttgart. Et donc, vraiment, je me souviens un beau jour, quand j'étais à Stuttgart, bien sûr, je trouvais des documents, des traces écrites, mais ce n'était pas vraiment des choses personnelles. Et je voulais comprendre un peu ce qu'il a fait chaque jour. Et un beau jour, j'ai pris
l'annuaire de la ville de Stuttgart et j'ai appelé toutes les Griesinger qui étaient là-dedans. Et je pensais que moi, j'étais le premier de faire ça. Mais puis, j'ai vu votre livre et j'ai appris cette semaine que vous aussi, vous avez fait la même chose. Et que vous avez aussi trouvé les descendants, les enfants de Kruger grâce à ce fameux annuaire. Mais bon, donc j'appelais toutes les Griesinger et bien sûr, la plupart, ils pensaient je pense qu'ils pensaient que j'étais en train de vendre quelque chose, mais bref. Il y avait quelqu'un qui m'a dit, ah oui, Robert Griesinger, oui, ça me dit quelque chose. C'était le frère de mon père. C'était mon oncle. Pourquoi ça vous intéresse? Et j'ai dit, oh, j'écris un livre sur les avocats. Je ne me souviens pas très bien ce que je disais à ce moment-là parce que je me suis dit, si j'avoue, ou si je dis à ce monsieur, oh, je trouvais une liasse de documents nazis dans une photo, il allait penser que j'étais un peu fou et peut-être il ne voulait pas me recevoir chez lui. Mais bon, donc il m'a dit, vous venez à la maison et on peut discuter, mon oncle. Et c'est exactement ce que je faisais. Et ça, c'était vraiment un moment très important pour moi, pour cette histoire. C'était vraiment grâce à son neveu que j'ai appris des choses incroyables sur Griesinger. Même quand je suis arrivé à la maison, j'ai vu devant moi que la maison n'était pas comme d'autres maisons dans le quartier. Peut-être on peut parler de ça après. Mais oui, j'ai découvert que la famille, c'était une famille très militaire, que la famille était très proche du dernier roi de Wurtemberg, qui a abdiqué en 1918. Et oui, j'ai appris que Griesinger, c'était vraiment un nazi qui a été vraiment le mouton noir de sa famille. Et c'était vraiment grâce à cette relation, ce rencontre avec sa famille que j'ai pu obtenir des éléments très importants. Par exemple, d'abord, ils m'ont donné plein de photographies qui m'ont beaucoup aidé. Moi aussi, ils ont gardé aussi le journal intime de maman de Griesinger qui s'appelait Vali. Et dès le jour où Griesinger est né, en 1906, Vali Griesinger, elle a écrit des pages dans son journal. Et donc, le fait qu'ils ont eu confiance en moi, ils m'ont donné le journal intime, c'était vraiment, c'était incroyable. Et sans cette opportunité, je ne sais pas du tout ce que j'aurais fait. Ce qui est sûr, moi je retiens deux choses de ce que vous nous racontez là, c'est que je pense que c'est important pour les spectateurs quand vous montrez que d'une certaine manière, dans le nazisme, il y a des choses qui sont répétées, et pour être honnête, pas toujours de la meilleure des qualités. On sait beaucoup de choses sur Hitler, on a l'impression de savoir beaucoup de choses sur Hitler. Mais c'est vrai que là, vous le montrez dans ce livre, et je pense que c'est important de le souligner. C'est comme des effets de projecteur. Il y a des sujets qui sont très travaillés et peut-être trop. On sait beaucoup de choses. Et en revanche, il y a encore énormément de choses qui ne sont pas connues. Et vous le montrez dans ce livre avec quelqu'un qui, voilà, est un nazi ordinaire, mais qui nous aide à comprendre les choses. Et puis, la deuxième chose que je retiens de ce que vous nous dites à l'instant, c'est qu'effectivement, on a l'impression que quand on va aux archives, on trouve tout. Mais en réalité, pour ce qui est des archives de la SS, on le sait, c'est quasiment c'est des fichiers professionnels. Il y a des arrêts maladie, il y a des promotions, il y a ce qu'on appelle des Beurteilung, c'est-à-dire le jugement sur la carrière de telle personne. En revanche, on n'accède pas à l'intériorité, à la pensée, à l'idéologie, à la vie personnelle. Et c'est une grande chance et en même temps
une bonne idée que vous avez eue de faire ça pour découvrir ça. Alors, je reviens sur la maison parce que ça va nous amener à quelque chose que j'ai trouvé vraiment très intéressant. À partir du moment où vous décrivez l'enquête, vous commencez à écrire une biographie de Griesinger qui est en même temps, comme à chaque fois dans ce genre de livre, en même temps très différente d'autres parcours, mais en même temps très ressemblante. Et moi, il y a une différence qui m'a beaucoup intéressé du fait de cette maison dont vous dites qu'elle a une sorte, cette architecture un peu coloniale, c'est que Griesinger a donc des ascendants américains, enfin des Oui, Allemands d'Amérique, vous allez le préciser, et que notamment son père Adolphe était né à la Nouvelle-Orléans en oui. 1871. Et il y a des chapitres très intéressants qui, à travers ce cas-là, ce cas précis qu'est Griesinger, montrent quelque chose qui, à mon avis, va beaucoup intéresser nos auditeurs et nos auditrices, c'est qu'il y a un transfert du racisme américain dans un contexte d'apartheid, dans un contexte d'esclavage, on est dans le sud des États-Unis, qui va se transmettre à la famille et se réappliquer à l'antisémitisme et à la haine des Juifs. Je vous cite, page 74, le SS Robert Griesinger a hérité toutes ces caractéristiques de son père et de sa grand-mère, qui lui ont aussi légué un certain goût, pourrait-on dire, pour les comportements et les pratiques ouvertement racistes, fermez les guillemets, du côté des États-Unis. Et ça, je trouve ça très intéressant parce qu'en fait, ça nous montre qu'il pouvait y avoir hors Europe, où on sait que l'antisémitisme était très fort, y compris en dehors d'Allemagne, hein, qu'il peut y avoir d'autres sources de racisme. Quelle est cette généalogie américaine du racisme de Griesinger? Oui. Le fait que le père de Griesinger est né à la Nouvelle-Orléans dans les années 1870, c'était quelque chose de très important. Quand je suis arrivé devant la maison, c'était une maison que lui, le père de Griesinger, il a organisé le bâtiment lui-même. Et il voulait que devant la maison, il y avait quand je suis arrivé, je me suis dit, mais c'est quoi cette histoire? Il y avait quatre colonnes classiques de couleur grise flanquées chaque côté de l'entrée. Et pour lui, c'était vraiment quelque chose qui pouvait, c'était une sorte de... Il voulait avoir quelque chose qui peut éventuellement... c'était une sorte de trace de son enfance dans la Louisiane. Et donc, lui, il a insisté d'avoir ces colonnes devant la maison. Et ça, c'est juste un exemple de comment le côté américain a joué un rôle très important dans la vie de Robert Griesinger. Son père, il est né aux États-Unis. Comme vous dites, son grand-père est né à Stuttgart, mais sa grand-mère, par contre, est née à la Nouvelle-Orléans. Et toute sa famille, de côté, elle s'appelait Lina, et toute sa famille, je pense que le premier est arrivé en Louisiane vers le 1720. C'était vraiment au début. Et donc, oui, moi, je voulais savoir comment l'environnement dans lequel Adolphe, donc le père de Griesinger, Adolphe, dans lequel lui, il a grandi. Et la guerre de sécession dans les années 1860 a joué un rôle très important. Il y avait une période de profond changement, une période de pénurie et aussi de racisme exacerbé. Et moi, j'ai découvert, quand j'étais aux archives à la Nouvelle-Orléans, que la grand-mère de Griesinger, qui a habité avec lui à Stuttgart, donc sa grand-mère américaine, et ils ont un lien très privilégié. Et elle, donc Lina, elle a grandi dans une maison à la Nouvelle-Orléans où il y avait des esclaves. Donc, elle est née en 1848.
Et donc, ce que j'ai découvert, la famille Griesinger à la Nouvelle-Orléans, les cercles dans lesquels ils se sont, leurs amis, etc., j'ai trouvé beaucoup de gens qui faisaient partie des organisations suprémacistes blanches. Et à ce moment-là, dans la Louisiane, je parle des années 1870, il y avait quelque chose, genre 50% de la population masculine faisait partie d'une de ces organisations. Donc, pour le papa de Griesinger, les grands-parents de Griesinger, c'était tout à fait acceptable peut-être de pourchasser, tabasser ou même assassiner quelqu'un qui était noir dans les années 70 à la Nouvelle-Orléans. Et moi, je voulais savoir comment ces idées, ou je voulais tracer un peu comment Griesinger a bien hérité ces idées de ses ancêtres. Et oui, c'était pas juste, bien sûr, les idées racistes, c'était beaucoup d'autres idées que lui, il a pris sur la culture, la musique, le comportement, le mobilier, etc., de la Louisiane des 1860-70, et comment ils ont essayé de recréer ça dans l'Allemagne, parce qu'ils ont quitté les États-Unis dans les années 1880, après, quand l'économie, quand il y avait la chute, et ils ont pris avec eux, et ce qui m'intéresse un peu dans ce que j'écris dans le livre, c'est comment la pensée raciale, les idées sur les races, les différences entre les races qu'ils ont rencontrées pour la première fois dans les États-Unis, quel était le rapport? Quelle était la résonance avec l'antisémitisme allemand à partir des années 1880? Et quand les nazis ont pris le pouvoir, comment est-ce que les idées des États-Unis, quel rôle est-ce qu'ils ont joué dans la vie de Griesinger à ce moment-là? Et il faut dire aussi que la grand-mère de Griesinger, elle a toujours, il y avait toujours une correspondance, que j'ai trouvé les lettres avec sa famille aux États-Unis. C'est pas comme si la famille a bien quitté les États-Unis dans les années 1880. À ce moment-là, il n'y avait plus de contact. Au contraire, il y avait beaucoup de lettres. Griesinger, il savait très bien qu'il y avait toujours des cousins de la famille qui n'ont pas quitté les États-Unis. Ben, je trouve ça vraiment, enfin, vous le résumez, et d'ailleurs dans le chat, il y a une auditrice qui dit attention, attention, il ne faut pas trop en dire, sinon le livre est tellement bien écrit comme un roman policier qu'on va deviner la fin, donc on ne va pas tout dire, on garde des choses pour que vous ayez envie de le lire, évidemment, mais je trouve que cette approche micro qui montre pour une personne le poids de cette circulation entre les États-Unis et l'Allemagne, c'est très intéressant, c'est assez rare, et le fait que vous ayez accès à la mémoire familiale aide à reconstituer ça. Pour avancer un petit peu, alors évidemment, vous retracez, et on ne va pas tout dire, vous retracez une bonne partie de la trajectoire de Griesinger. Quelque chose qui est très important pour quelqu'un qui est né au moment où il est né, c'est le fait qu'il participe à la Première Guerre mondiale, pas comme soldat, il est beaucoup trop jeune, mais Oui, comme observateur, comme jeune garçon. exactement. Il va traverser la Grande Guerre, et comme d'autres gens de son âge, Eichmann, Heydrich, tous ces gens qui n'ont pas fait la Première Guerre mondiale, ou Hans Frank, qui est le gouverneur général de Pologne occupée. Alors ça, on l'évoquera peut-être après dans les questions du public. Donc il y a une série de traumatismes qui, là, pour le coup, avec la défaite allemande, par exemple, ressemblent à ce que vivent non pas tous les Allemands. Il y avait aussi des Allemands qui étaient contents que la guerre s'arrête et qui étaient pacifistes, mais en tout cas qu'une partie de l'Allemagne vit de manière très dure.
vous développez aussi un peu autour de sa vie de famille. Moi, ce que j'aimerais, puisqu'on avance quand même petit à petit dans le dernier quart d'heure, vous avez dit il est à Prague, mais il y a quand même des moments, parlons un peu de sa Seconde Guerre mondiale. Ce jeune juriste, qu'est-ce qui va lui arriver? Vous montrez qu'il est envoyé à l'Est. Oui. Est-ce que c'est un pur bourreau de bureau? Il fait de la paperasse et il ne voit pas les conséquences de ce qu'il est en train de faire de manière criminelle, puisqu'il est dans la Gestapo. Quelle est sa trajectoire dans la guerre? Est-ce que vous pouvez un peu nous décrire voilà, ce que c'est que la guerre d'un bourreau ordinaire? Enfin, pour commencer, lui, il était très déçu au début parce qu'il était dans le Wehrmacht. Donc, lui, il n'était pas dans un grand bureau, je ne sais pas moi, à Varsovie ou à Cracovie. Non, lui, il est juste soldat ordinaire. Et dans ses lettres, à ce moment-là, il est très, très, très déçu. Il écrit à tout le monde parce que lui, il a fait ses études à Tübingen dans les années 20. Et à ce moment-là, il faisait partie d'un corps, une sorte de fraternité de droit élitaire, le sort où on pratiquait comment dirais-je, le duel à l'escrime, etc. Et c'est pour ça qu'il a obtenu le cicatrice de combat. Mais bon. Alors, il écrit à ce moment-là, donc je parle là de 1939, début 40. Il est dans le Wehrmacht et il écrit à tous ses amis de l'université et il écrit dans ses lettres, il faut m'aider, je ne veux pas être ici, je suis trop brillant et je ne veux pas être ici avec ces soldats ordinaires. Je voudrais que vous me trouviez une position à Prague. Prague, c'est intéressant en fait, parce qu'il connaît beaucoup de monde à Prague. Ça, c'était quelque chose que je n'avais pas pensé à ça, mais apparemment, il y avait beaucoup de gens de la région de Stuttgart qui ont pris des positions à Prague et dans le protectorat là-bas à partir de 1938. Donc déjà, à partir de 1939, il veut une position à Prague grâce à ses contacts qui étaient déjà là-bas. Et malheureusement, il n'a pas réussi. Et donc, lui, il devait faire le combat comme tous les soldats. Donc, lui, il était en France, mai-juin 40. Il a fait, je pense qu'il était à Bourges le 18 juin, au moment de l'armistice. Donc, il est resté à Bourges dans le Cher pendant juin, juillet, août 1940. C'était vraiment une vie idéale pour lui d'être là-bas. Les soldats, ils ont acheté beaucoup de choses qu'ils pouvaient envoyer à leurs femmes et leurs copines à Stuttgart. Lui, il est déjà marié à ce moment-là. Il a déjà marié sa fille, sa petite. Il a sa deuxième fille qui est née en décembre 1939 et il avait une permission pour aller la voir à l'hôpital en décembre 1939. Donc, lui, après la débâcle et la France, il était à Stuttgart jusqu'au juin 1941. Et à ce moment-là, lui et toute sa compagnie de Wehrmacht, la division de l'infanterie, ils partent dans direction l'Est, vers la Pologne, etc. Et ce qui est intéressant à ce moment-là, dans les lettres que j'ai reçues, que j'ai lues, c'était les soldats, ils n'ont pas compris la raison pour laquelle ils ont pris cette direction. Pourquoi Hitler nous envoie vers la Pologne, vers l'URSS, parce qu'on a déjà signé un traité avec Staline, donc vraiment, les gens, ils n'ont pas du tout compris. Donc, il y avait certains qui ont dit « Ah non, mais bien sûr, c'est pour combattre les Britanniques, soit en Palestine, soit en Inde. » Et donc, à ce moment-là, les gens, ils ont même acheté des dictionnaires, des petits dictionnaires pour apprendre le farsi ou l'arabe, je ne me souviens pas exactement. Vraiment, ils ne savaient pas
que l'attentat contre l'URSS le 21 juin 1941, c'était quelque chose qui allait se passer. C'était vraiment un secret complet, total. Mais bien sûr, le jour même, ce n'était pas un secret. Et lui, il est là avec le Wehrmacht en juin 1940. Et lui, il faisait partie d'une division qui devait attraper Kiev. Et moi, quand j'étais aux archives, j'ai trouvé plein d'exemples qui montraient que le Wehrmacht, ils étaient vraiment des gens c'était pas des... Il y avait à un certain moment une image que les Wehrmacht, ils n'ont pas tué les Juifs ou les communistes. Ils voulaient juste faire une sorte de guerre contre l'armée rouge et c'était tout. Mais comme vous savez, comme beaucoup d'historiens ont montré, ce n'était pas du tout le cas. Et il y avait beaucoup de gens, de soldats ordinaires qui faisaient partie du Wehrmacht, qui ont vraiment tué les Juifs dès le début, dès le mois de juin 1941. Et dans la division de Griesinger, c'était exactement le cas. Et moi, ce qui m'intéressait à ce moment-là, c'est que moi, même si je suis né en Angleterre, mes parents sont nés ici, mes arrière-grands-parents, ils viennent de l'Ukraine. Ils sont arrivés à Londres comme beaucoup de Juifs de l'Ukraine, peut-être au début du XXe siècle. Et moi, j'ai vu sur la carte, sur le plan, que la division de Griesinger, la route pour aller à Kiev, ils ont passé une semaine dans le village, dans le shtetl, où il est né mon arrière-grand-père. Et je me suis dit, bon, ça va, mon grand-père, moi, je l'ai connu, mon arrière-grand-père, mais c'était la première fois dans ma vie où je me suis dit, mais OK, lui, il pouvait s'échapper, mais peut-être il avait des frères, des sœurs, des cousins, des oncles. On ne pense pas très souvent, on pense, avec la généalogie, on pense très souvent à la verticale. Et on oublie parfois des liens familiaux horizontaux. Et donc, c'était à ce moment-là que je voulais savoir ce qui s'est passé à ma famille qui n'ont pas quitté l'Ukraine au début du siècle et qui sont restés et qui étaient là le moment où Griesinger est arrivé en juillet 1941. C'est assez incroyable. Le croisement entre un fauteuil qui arrive dans votre vie d'une manière relativement hasardeuse et puis ensuite revient, c'est assez prenant. Alors évidemment, bon, cette route-là, là je le dis pour les auditeurs, mais c'est vrai que il y a eu un moment où on a cru pendant longtemps que la Wehrmacht c'était les bons et la SS les mauvais. Ce mythe-là en Allemagne, il était particulièrement fort. Et puis, il y a eu une exposition sur les crimes de la Wehrmacht dans les années 97-98 en Allemagne qui a brisé ce tabou et qui a bien montré que les soldats, même quand c'était de simples soldats, ils étaient aussi partie prenante de formes de violence. Puis ensuite, ça a été montré dans d'autres livres, dont le livre de Zonke Neitzel qui s'appelle Soldats, qui est chez Gallimard en français. Bon. On approche un petit peu de la fin. Dans le livre, vous décrivez tout ça. Mais vous décrivez aussi, vous, en tant qu'historien, en tant que chercheur, dans votre enquête et dans cette famille. Et moi, j'aurais voulu que vous nous disiez comment ça s'est passé, comment vous avez gagné leur confiance à cette famille-là, et qu'est-ce que vous retirez de cette immersion familiale? Qu'est-ce que ça vous a apporté en tant qu'historien? Parce que c'est quand même pas rien. On a des exemples de survivants de nazis très célèbres, la fille de Himmler, Catherine Himmler, ou le fils de Hans Frank, Niklas Frank, mais là c'est relativement inédit de pouvoir discuter librement. Qu'est-ce que ça vous a appris? Qu'est-ce que vous en avez retiré pour cette recherche et même au-delà? Oui, non, excellente question. C'était très, très, très difficile, bien sûr. Au début, je n'ai pas eu le temps à tout à l'heure de rentrer dans les détails, mais au début, quand j'étais à la maison à Stuttgart et j'ai posé la question
au neveu de Jochen Griesinger, le neveu de Robert Griesinger. Est-ce que vous avez des choses, des traces écrites de l'époque que vous pouvez partager avec moi? Il a dit non, parce que moi, j'étais un inconnu. Moi j'ai vu, j'étais à la maison. Il y avait des choses partout. Il y avait des lettres, il y avait des photographies. Mais bien sûr, on ne se connaît pas. Et il m'a dit, non, je ne peux pas vous aider, monsieur. Mais et bien sûr, je comprends ça. Il fallait, pour répondre à votre question, il fallait vraiment avoir un peu de patience. Moi, je dis toujours à mes élèves, il faut faire un deuxième ou un troisième entretien ou rencontre avec quelqu'un. Parce que la première fois, les gens, bien sûr, ils ne savent pas des choses sur vous. Vous êtes qui, monsieur? Pourquoi vous êtes là? Donc, ça prend du temps. C'était grâce à lui, à Jochen Griesinger, le neveu, que j'ai pu prendre du contact avec les deux filles de Robert Griesinger. Bon, c'est pas une grande... Je dis dans le premier page du livre, donc c'est pas une grande surprise si je dis que Robert Griesinger est mort en 1945. C'est pas... bon. Mais, donc, juste pour vous dire que ces deux filles, elles avaient genre 6 ans, 8 ans à l'époque. Donc, pour elles, la période de l'après-guerre, c'était très, très, très difficile pour elles. Elles ont grandi dans un environnement où il y avait des silences, des non-dits partout, comme dans d'autres familles à l'époque en Allemagne. Et je pense que vraiment la raison pour laquelle ils ont accepté de... Si vous lisez mes remerciements, j'écris que c'était vraiment grâce à elle que je pouvais écrire ce livre, parce qu'on a passé des heures et des heures ensemble. Et vraiment, je pense que sans l'histoire de ce fauteuil, sans les documents qui ont été cachés là-dedans, si un jour j'appelle quelqu'un et je dis « Oh bonjour, est-ce qu'on peut parler de votre père qui a été… » Bien sûr, ils raccrochent tout de suite. Ils ne vont jamais répondre à mes questions. Mais c'était vraiment le fait que « Bonjour madame, en fait, je sais que c'est un peu bizarre ce que je veux vous expliquer, mais j'ai trouvé tout ça, je peux vous envoyer et peut-être on peut discuter. » Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Elles avaient plein, les deux filles de Griesinger, qui sont toujours, je ne sais pas, j'espère qu'ils sont en excellente santé. Normalement, on s'écrit tous les mois. Mais elles avaient plein de questions parce que leur maman, en 1946, elle a trouvé un deuxième mari. En fait, c'était un troisième mari. Donc, ça veut dire qu'elle a commencé une nouvelle famille. Il n'y avait pas de photos d'images de Robert Griesinger à la maison. Et ces filles, elles avaient plein de questions. Mais chaque fois qu'elles essaient de poser des questions, c'était au mode, il ne faut pas poser cette question de quoi? Non, ce n'est pas le moment, etc., etc. Donc, c'était difficile. Et donc, pour moi, le fait que j'ai pu répondre pour la première fois à l'âge de 80 ans à leurs questions, je pense que c'était quelque chose qui a il m'a dit chaque fois, Jutta, qui est la fille la plus âgée, elle m'a dit chaque fois que je lui donne un morceau égaré de son passé. Parce qu'après tout le travail que j'ai fait, après tous les documents que j'ai lus sur son père, je ne sais pas si on peut montrer des photos, Alexandre, mais on a des photos de Prague. Donc ça, c'est Griesinger quand il était très petit, et ça, c'est le journal intime de sa maman et le petit frère de Griesinger. Ah oui, ça, c'est quand il était à l'université. Donc ça, c'est le déjeuner en février 1936 à Stuttgart, quand il s'est marié avec Guy Zeller. Donc ça, c'est la famille, là, en février 1936, le jour de mariage. Et ça, c'est Jutta quand elle est très petite, genre en 1938, peut-être 39, dans le jardin
où j'ai passé pas mal de temps avec la famille Griesinger. Ils habitent, comme je disais tout à l'heure, ils habitent toujours dans la même maison à Stuttgart. Donc ça, c'est Griesinger avec ses parents. Donc voilà, ça c'est Griesinger en uniforme de Wehrmacht et on voit la cicatrice sur la joue. Voilà, ça c'est la famille à Prague, 1943. C'est dommage qu'on n'a pas pu discuter Prague parce que vraiment c'était une période magnifique pour la famille. C'était vraiment une position incroyable. Ils ont vraiment adoré d'être à Prague pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'était, je pense, mieux que Paris. OK, ça, je n'ai pas eu le temps de discuter, mais ça, c'est la voisine de Griesinger. C'était une famille juive qui s'appelait Rothschild. Ils ont habité à Stuttgart pendant les années 30. Donc, il a connu cette famille. Et ça, c'est la maison à la Nouvelle-Orléans. Voilà, donc ça, c'est, je pense que c'est tout. Merci Daniel. S'il y a des regrets sur ce qu'on n'a pas dit, on a encore une bonne demi-heure de questions. Et là, c'est le moment où Zoom prouve ses limites parce qu'on aimerait applaudir, mais on ne peut pas. Donc, je suis sûr, peut-être que les gens peuvent applaudir chez vous. Donc, merci beaucoup Daniel. Et Julie revient parmi nous pour pouvoir transmettre un certain nombre de questions. Pour moi, je retiendrai votre expression, Daniel, à l'instant, de dire que vous avez retrouvé finalement des morceaux égarés de son passé, et je trouve que c'est très beau pour cette démarche qui fait un très beau livre. Merci beaucoup, Nicolas. Un grand merci à tous les deux pour cette conversation très libre, à bâton rompu. C'est agréable, très agréable de vous écouter. Donc, au public, je vous rappelle, si vous voulez intervenir, poser des questions ou exprimer des remarques, deux possibilités. Soit vous levez la main et on active votre micro et donc vous pouvez exprimer votre question à l'oral, soit vous posez votre question par écrit. Donc, je vous en prie, n'hésitez pas. Nous avons déjà une question de Jane Metter qui est posée par écrit, qui demande s'il existe en France un livre comparable au vôtre, Daniel, sur l'itinéraire d'un milicien ordinaire. Alors moi, je n'ai pas la réponse à cette question. Je ne sais pas, Nicolas ou Daniel, si vous êtes... Je pense que c'est une excellente question et c'est quelque chose que Nicolas, vous m'avez écrit dans un de vos mails, quand vous dites que vous avez écrit qu'en France, il n'y avait pas vraiment une comparaison avec les enfants de, je ne sais pas, ceux qui ont collaboré avec Vichy ou les enfants de la milice. Pour être honnête, c'est pour ça que je m'agite sur ma chaise, parce que j'avais vu la question dans le chat et que je cherche un livre dans ma bibliothèque parce que je suis chez moi. Mais allez-y. Moi, ce à quoi ça me fait penser et ce que je vous encourage vraiment à lire, c'est sur un autre sujet, mais qui pose les mêmes questions du silence dans la famille, du crime et du rapport à la mémoire. C'est le livre très récent de Raphaël Branche, donc sur la guerre d'Algérie, qui s'appelle « Papa, qu'as-tu fait en Algérie ?» et qui a été un grand succès de librairie en septembre, et qui pose cette question-là. C'est-à-dire comment le crime va être tué et mis en silence dans les familles, un peu comme pour vous. Pour ce qui est du régime de Vichy, il faut être honnête, hein, à mon avis, Daniel est largement plus spécialiste que moi, parce que moi, je connais que l'Allemagne, je connais assez peu Vichy. Ce qui est sûr, c'est que le mythe résistentialiste, tel que l'a un peu travaillé Henri Rousseau, enfin beaucoup travaillé Henri Rousseau, sur l'idée qu'il y avait eu beaucoup de résistants, ou les travaux de Pierre Laborie sur ces questions-là. Voilà, exactement. Là, vous avez la couverture du livre. Hein. Vraiment, je vous conseille la lecture. Enquête sur un silence familial, c'est un très, très bon livre. Mais c'est vrai qu'en France, je ne saurais pas dire, parce qu'avec ce mythe résistentialiste et puis la manière dont l'opinion s'est structurée, je ne sais pas si on a un tel travail. Daniel, peut-être vous connaissez, puisque bon, vous êtes plus spécialiste de Vichy quand même. Pas du tout. C'est vraiment, quand vous m'avez posé cette question tout à l'heure, ou quand vous avez élaboré cette idée, je me suis dit, ben, vraiment, les fils ou les filles de quelqu'un,
il n'y avait pas quelqu'un, comment il s'appelle, Jardin, il n'y avait pas une sorte de quelqu'un qui faisait au ministre de l'Intérieur ce Vichy, Alexandre Jardin, ça me dit quelque chose? Non? Bon, Oui. peut-être. Je pense que son fils, elle a écrit. Nin. Ah oui, quelqu'un écrit dans le chat, je vois. C'est bien ça, peut-être? Ah, peut-être des gens très bien de Jardin. Oui, ça me dit quelque chose. Je n'ai pas lu, mais ça me dit quelque chose. Alors, une autre question relayée sur Facebook, parce que les gens peuvent nous suivre aussi sur Facebook. Yasmina Abi demande, est-ce que la famille, donc je lis la question, hein, est-ce que la famille a souhaité récupérer les documents du fauteuil ou avoir des copies en particulier, le neveu ou les filles? Ça, c'est une excellente question. Vraiment excellente question. Parce qu'au début, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire avec ces documents? Ces documents appartiennent à qui? Vraiment, moi, je suis historien. Je tombe toujours sur des traces écrites. Et je pense, j'ai passé des heures, des jours, des semaines en train de me poser cette question. Est-ce que je dois, je ne sais pas moi, parler avec une archiviste? Est-ce que je dois appeler la fille? Est-ce que vraiment, je ne savais pas quoi faire? Et c'était vraiment une décision que j'ai prise à la fin. J'ai décidé qu'on devait envoyer tous les documents à la fille, Utah, même avant notre première rencontre, juste pour montrer que j'étais sérieux, que ce n'était pas quelque chose que j'avais inventé. Parce que bien sûr, au début, elle pensait que j'étais en train de la vendre quelque chose. Est-ce que votre père, c'est bien Robert Griesinger? Il est mort quand elle était toute petite. Donc, de recevoir un coup de fil un beau jour, c'était vraiment quelque chose qui l'a choqué, qui l'a étonné. Et je pense que, oui, elle était un peu... Elle ne savait pas comment réagir au début. Elle voulait voir les documents. Donc, c'est pour ça que les documents sont aujourd'hui chez elle et ne sont pas dans une archive. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, je pense. Il y a Carole Macre qui nous indique un autre livre par rapport à la première question qui était posée. Est-ce qu'il existe des livres français sur des miliciens? Ça s'appelle Les Lauriers sur le lac de Constance de Marie Chay. C'est Haix, qui est la sœur d'Anne Sylvestre. Sur leur père qui était collaborateur dans le sillage de Jacques Doriot. Wow, ok, c'est très intéressant. Merci beaucoup, Carole. Carole Macre. Et alors un autre livre de Régis Geoffrey qui est mentionné, qui s'appelle Papa, que je n'ai pas lu non plus. Donc, il faudrait vérifier. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas vraiment à poser vos questions à l'oral. C'est vraiment agréable pour les intervenants, pour les invités, d'avoir quand même, si on ne vous voit pas, au moins il y a des voix. Donc, n'hésitez pas à lever votre main. Alors, une question de Liberata. Cette chaise, donc par écrit, il y a une petite main qui s'est levée. Donc, je lis la question par écrit et puis je donne la parole à la main levée. Donc, cette chaise jouant le rôle de carton d'archive, c'est joli comme formule, appartenait-elle à Robert ou à sa mère? C'est bien le fauteuil en question. Le fauteuil, oui. En fait, ce n'était pas une chaise à sa mère. Moi, j'ai passé beaucoup de temps à Prague pour vraiment essayer d'identifier qui a fait ce fauteuil, qui a fabriqué, qui était, en quelle période, ça coûtait combien, etc. Et je voulais savoir, est-ce que c'était une fauteuil qui a été fabriquée en Allemagne, peut-être, qui a été pris sur le train pour aller à Prague, ou est-ce que c'était quelque chose qui a été fait par quelqu'un à Prague, ou même est-ce que c'était quelque chose
une photo qui a été volée, par exemple? Ça, c'était une autre question. Je vois, Julie, que vous avez Jean-Marc Dreyfus qui vient dimanche, je pense que c'est dimanche, voilà. Lui, oui. il a écrit dans son livre sur les objets de France qui ont été volés, par exemple les photos, enfin pas juste les photos, mais les chaises, les tables, etc., qui ont été envoyés dans l'Est. Des objets qui ont été pris des familles juives en France, en Belgique, en Pays-Bas, pour vraiment, comment dirais-je, meubler les nouveaux bureaux en Allemagne. Et aussi, pas juste en Allemagne, pour les familles en Allemagne, mais aussi pour les fonctionnaires dans les nouveaux, qui travaillaient dans les bureaux de l'Est. Donc, je me suis dit, bon, peut-être ce fauteuil, c'était une fauteuil qui a été fait en France, qui faisait partie d'une famille juive, quelqu'un a pris ce fauteuil. Mais ce n'était pas du tout le cas. C'était vraiment un fauteuil qui a été construit à Prague dans les années 30. Et bien sûr, ce n'était pas la chaise de sa maman. Ce qui était intéressant, c'est que quand je suis allé visiter la maison Griesinger à Stuttgart, le fauteuil qui sont là-bas, qui était vraiment le même fauteuil des années 20, les années 30, sont pareils. Donc, Griesinger, pour répondre à une question qu'on a eue tout à l'heure, il a vraiment hérité l'idée de comment meubler un environnement de son enfance à Stuttgart. Donc, vraiment, c'était une des questions les plus difficiles à répondre. Comment il a pu trouver le fameux fauteuil. Est-ce qu'il achetait? Est-ce que c'était dans une maison qu'il a loué, etc. Malheureusement, je ne peux pas répondre. Je passe la parole à Victor Ayoun qui a levé la main. Donc, il faut… Alexandre, est-ce que tu pourrais activer le micro de monsieur? C'est fait, j'ai demandé à monsieur Ayoun. Merci. On vous écoute, monsieur. Ah, le micro a l'air activé, mais… Est-ce que vous nous entendez? Vous parvenez à… Monsieur Ayoun, est-ce que vous nous entendez? Bon, j'enchaîne alors, on verra si monsieur Ayoun peut nous rejoindre plus tard. Alors. Ça, c'est une excellente remarque à la fin de Liberata. Si le fauteuil peut être, on peut mettre un beau jour. Oui, donc je voulais juste, parce qu'en fait, le fauteuil intéresse vraiment notre public. C'est vrai que c'est intéressant comme objet, comme histoire. Donc, il y avait deux questions que je vais lier comme ça pour parler du fauteuil. La première question, c'est finalement, on ne sait pas qui a mis ces documents dans le fauteuil, enfin, qui a mis ces documents. Et Liberata qui pose comme question, est-ce que le fauteuil ne pourrait pas être transmis à un musée? Non, on ne sait pas du tout parce qu'il n'y avait pas… il n'y avait pas… Griesinger, quand il est mort, il n'a pas laissé une sorte de… Enfin, bien sûr, pas un journal intime, il n'a laissé… il ne laissait pas une lettre à sa femme ou à ses enfants. Il n'y avait pas une raison pour laquelle… Je n'ai pas une raison écrite qui peut expliquer la raison pour laquelle ces documents ont été cachés dans un fauteuil. Donc, dans le livre, bien sûr, c'est quelque chose, je réfléchis, et j'ai plein d'idées que j'écris
dans le livre, mais il n'y a pas une sorte de réponse que je peux donner un peu sur le vif. Et pour cette question de musée, je pense que c'est une excellente idée. Aujourd'hui, le fauteuil est toujours à Amsterdam, chez Véronica et sa maman à la maison. Ils ont refait, comme vous avez dit dans la première photo, Alexandre, ils ont refait la coulisse. Mais ils utilisent toujours. Oui. Moi, j'avais une question que je voulais vous adresser à tous les deux, donc aussi bien à Daniel qu'à vous, Nicolas, par rapport à donc ces nazis ordinaires qui étaient à des échelons, soit en bas de l'échelle, soit à des niveaux un peu intermédiaires. Bon, Daniel, j'ai lu votre livre quand il est sorti chez Liana Levy très très tôt. Donc, j'ai lu beaucoup de livres depuis, donc je n'ai plus du tout en tête tout ce que vous racontez dans le livre, mais vous l'avez rappelé, et ça j'avais gardé en mémoire, que c'était un homme terriblement ambitieux, obsédé un peu par sa carrière, qui cherchait tout le temps la promotion, etc. Et je me demandais, avec les archives et avec tous les indices que vous avez pu récolter, l'histoire orale et puis bon, les traces écrites, finalement, quelle est la place de l'idéologie dans ce parcours? Vous avez parlé effectivement de sa famille, de la branche américaine qui était terriblement raciste, et de cette idée, Nicolas disait que c'était intéressant de dire qu'il y a une filiation, bon, peut-être que l'antisémitisme européen, ben, il vient d'autre part, et qu'il y a une filiation qui peut venir d'outre-Atlantique avec le racisme envers les Noirs américains. Mais finalement, Robert Kissinger, au niveau idéologique, c'était qui? Et Nicolas, vous pourriez sans doute compléter aussi, parce que vous avez travaillé sur ce type d'homme et de trajectoire. Je commence ou Nicolas? Comme vous voulez, Daniel. Peut-être le temps de vous reposer, de boire un peu d'eau. Allez-y, Nicolas. Non, mais j'avoue, j'ai une réponse assez directe à faire. Quand je travaillais sur Kruger, j'étais comment dire, reçu à l'Institut historique allemand de Varsovie. Et je devais faire ce qu'on fait souvent dans notre travail scientifique, c'est-à-dire présenter mon papier pour que mes collègues me disent que c'était pourri et qu'il fallait que je continue à travailler. Et j'avais développé l'idée que Kruger, donc le livre, hein, Kruger, c'est beaucoup plus haut placé que Griesinger, puisqu'il était chef de la police pardon, en Pologne occupée. C'est quasiment le numéro 3-4 après Heydrich ou Himmler. Donc il n'est pas au même niveau, mais n'empêche, la question se pose. Et j'avais fait tout un développement sur le fait qu'il était incroyablement opportuniste et carriériste. Kruger, c'est quelqu'un qui collait chaque petit morceau de papier de journal quand on parlait de lui dans son journal intime. À un moment donné, il représente Himmler à une parade militaire de la Wehrmacht en Italie. Il rencontre Mussolini, il entoure sa tête sur la photo officielle. Donc on est dans quelqu'un qui, comme beaucoup de nazis, qui ont connu une déchéance sociale dans les années 20 et qui vont, à travers le Troisième Reich, essayer de retrouver comment dire, une bienséance sociale et qui sont très carriéristes. Et ça ne m'étonne pas du tout que du coup, ce que dit Daniel sur Griesinger, ce soit des gens... Kruger en a écrit des dizaines de lettres en disant « Je vais être nommé en Pologne, je suis au placard, je veux avoir un poste plus ambitieux ». Dans notre tête, ça résonne comme si ce n'était pas idéologique. Comme si le fait d'être opportuniste et carriériste les rendait moins fanatiques. Et en fait, ce qu'il faut regarder en face, c'est que c'est totalement compatible. On peut en même temps être complètement carriériste, et c'est le cas pour beaucoup de nazis. Le nazisme fonctionne comme une gigantesque machine de promotion d'hommes jeunes, et donc ça fonctionne, mais ça n'empêche rien à l'idéologie. Et en ce qui concerne Kruger, tout simplement, c'est quelqu'un qui... Alors, je n'ai pas accès à sa famille de jeunesse. La première lettre que j'ai de Kruger, il a 13 ans. Il rentre à l'école militaire. Puis, il vient d'une autre génération. Il est né en 1894. Ce qui est sûr, c'est que dès la défaite, Kruger fait partie de certains de ces Allemands qui va expliquer la défaite de 1918 par le coup de poignard dans le dos et par un complot juif. Donc, dès le début, l'antisémitisme qui va fleurir en Allemagne dans les années 1918-1920, cet antisémitisme complotiste extrêmement fort, il est décisif pour les premiers militants nazis.
Donc, vous voyez, ce n'est pas contradictoire. Carriérisme et idéologie sont complètement connectés pour produire du fanatisme. Les deux vont ensemble. Je suis tout à fait d'accord et je pense que Griesinger aussi, quand il était à Stuttgart après la Première Guerre mondiale et dans les années 20, pour lui, c'était les Juifs qui vraiment, c'était à cause des Juifs qui avaient la Grande Guerre et c'était la République juive de Weimar. Griesinger n'était pas nazi à ce moment-là. Lui, à cause de son environnement à Stuttgart, avec ses parents, etc., il est très probable qu'il y avait d'autres partis politiques très antisémites de droite, etc. Et je sais que ses parents, ils faisaient partie d'un de ces partis d'extrême droite qui s'appelait le DNVP, qui n'était pas les nazis. C'était plutôt conservateur traditionnel, antisémite, etc. Et ce que je veux dire, c'est que vraiment, je pense que pour Griesinger, en 1933, quand les nazis ont pris le pouvoir, même si lui, il n'était pas nazi, vraiment, le fait que le nouveau régime était contre les Juifs, était contre les communistes, était contre les sociodémocrates. Pour lui, il était déjà contre tout ça. Donc, pour lui, c'était pas si difficile pour lui de devenir un nazi en 1933. Il a partagé beaucoup des mêmes esprits, même si il est devenu un peu tard. Merci. Je relais une question posée sur Facebook de Kirakir Alexandre. Je lis aussi le petit commentaire qui est sympathique. Bonsoir, merci de votre approche très intéressante, très éclairante. J'ai beaucoup lu sur le système éducatif allemand grâce aux travaux d'Alice Miller. Qu'avez-vous retenu du journal intime dont vous avez eu accès de sa mère, donc de la mère de Robert Kissinger, qui pourrait éclairer cet engagement dans la SS? Et ses filles, donc à Robert Kissinger, ont-elles une idée d'un système raciste acquis dans leur famille? Qu'ont-elles fait de cette histoire? Donc 3 questions, hein, mais qui s'emboîtent. En tout cas, merci, c'est très émouvant et très courageux votre travail. Je ne sais pas si j'ai tout noté. Le premier parti... D'abord, en quoi le journal de la mère de Kissinger peut éclairer son engagement dans la SS? Et la deuxième question importante, est-ce que les filles de Kissinger ont retenu quelque chose de ce racisme familial, finalement, intergénérationnel? Mais, oui, non, excellente question. Petite aussi. Mais... Excellente question. Moi, Wow, très bonne question. Et je n'ai jamais réfléchi à ça, la deuxième partie. Je ne sais pas du tout la politique de ces filles. C'est un sujet qu'on n'a jamais discuté. Bien sûr, ils savent que j'écris ce livre. Et comme je disais tout à l'heure, on s'écrit très souvent. Et avec moi, ils n'ont jamais dit quelque chose antisémite ou raciste. Jamais. Mais je veux bien croire que ce n'est pas des gens racistes, mais il n'y a pas de preuves. Moi, je n'ai rien vu sur ça. Et non, je réagis d'une façon un peu bizarre en ce moment parce que c'est une question à laquelle je n'ai jamais réfléchi. Donc, merci pour ça. Et en ce qui concerne le journal intime, oui, bien sûr, il y a beaucoup de... Comme j'ai dit tout à l'heure, elle écrit page après page, jour après jour, sur l'extrémisme de son fils. À l'âge de 18-19 ans, elle écrit que il est trop de droite. Et ça, c'est sa mère, qui est anticommuniste, anti-juif, anti-Weimar. Et elle écrit que son fils, il est devenu trop
trop de droite pour elle. Donc, je ne sais pas si ça répond très bien à votre question, mais ça me donne plein d'indices que ce jeune homme, Griesinger, il allait jouer un rôle dans le Troisième Reich, sans difficulté. Et alors, il y avait quand même cette question subsidiaire qui est également importante. Donc, en parlant toujours des filles, qu'ont-elles fait de cette histoire? Avant que vous écriviez ce livre, elles ne connaissaient pas l'histoire, elles ne connaissaient pas toute cette histoire, je pense. Et donc, depuis, qu'est-ce qu'elles font de cette histoire que vous avez éclairée? Oui, non, et on se parle, on s'écrit beaucoup. Le livre va sortir en Allemagne dans quelques semaines. Et ça fait longtemps que je réfléchis à ça, parce que peut-être à ce moment-là, ils vont recevoir de l'attention de la presse. Peut-être, je ne sais pas du tout, si quelqu'un va essayer d'organiser quelque chose avec elle. Jusqu'au présent, ils ont reçu tous les livres, la version anglaise, française, etc. De temps en temps, elle m'écrivent, elle me dit, elle me remercie. C'est pas, par exemple, Nicolas, il a parlé tout à l'heure du livre de Philippe Sanne, où Philippe Sanne, il a passé beaucoup de temps avec le fils de Hans Frank. Et on voit très bien dans ce livre et dans l'émission qu'ils ont fait ensemble que Hans Frank, il ne voulait pas croire ce que Philippe Sanne a écrit. Niklas, oui. Oui, Nicolas Frank, exactement. Non, ce n'était pas mon père. Non, monsieur, vous vous êtes trompé. Ce n'était pas du tout le cas, etc. Donc, il a vraiment insisté que son père que tout le monde a mal compris son père. Non, je pense que vous confondez. Niklas Frank, justement, il reconnaît plutôt non, son père. C'est le fils d'Otto Wächter. Oui, pardon, excusez-moi, je parle de l'autre fils. Oui, il y en avait deux. L'un qui a vraiment accepté le rôle qui a joué son père et l'autre, exactement, merci de m'avoir d'avoir dit ça. Donc, avec les filles de Griesinger, ce n'est pas du tout le cas. Ils acceptent. Elles n'ont jamais essayé de me dire, oh, est-ce que vous êtes sûr? Donc, pour elles, c'est vraiment, elles étaient très jeunes quand elles ont perdu leur papa. Et je pense que maintenant, elles ont un certain âge où elles veulent juste apprendre des choses sur lui. Ce n'est pas une question de ne pas croire, c'est juste pour comprendre et apprendre des choses sur quelqu'un qui était leur père, mais qui a laissé très peu de traces dans leur vie. C'est vrai que le temps que Julie, qui assure plein de tâches différentes, parce qu'il y a des questions dans le chat, des questions sur Facebook et des questions sur questions et réponses, notamment plusieurs fois la question de savoir comment il est mort en 1945, mais je rajouterais juste que le fils donc, de Hans Frank, Niklas Frank, est un des représentants d'une tendance des enfants de criminels. Il a écrit un bouquin qui s'appelle Le Père de Vater, qui est un brûlot contre son propre père, mais d'une violence incroyable. Et c'est vrai qu'en Allemagne, le débat s'est fait un peu entre ceux qui ont essayé, comme vous l'avez dit, Daniel, les fils Wächter, un peu de ne pas voir les crimes de leurs parents, et ceux qui, au contraire, ont essayé de les exposer, les surexposer. Et Niklas Frank a fait ensuite un livre sur sa mère, etc. Donc, il y a ces deux polarités de ce point de vue-là. Ce qui est intéressant, en fait, je ne sais pas, je voudrais bien avoir vos réflexions, Nicolas, c'est comment les petits-enfants réagissent et non pas les enfants. Il y a justement excusez-moi Daniel, je vous coupe parce qu'il y a justement une question de nos spectateurs, évidemment, qui demande si vous avez rencontré les petits-enfants de Griesinger. Oui. Dans mon expérience,
les petits-enfants, quand ils écrivent, c'est vraiment, ils acceptent pas. Et ça, c'était le cas avec la petite fille de Griesinger. Elle était vraiment pas comme sa maman et sa tante, qui étaient vraiment « Merci, monsieur Lee, merci, on est d'accord ». Mais avec la petite fille, c'était plutôt comment vous savez ça? Est-ce que vous êtes sûr qu'il était là-bas? J'ai senti qu'il y avait quelque chose beaucoup plus... elle voulait pas croire les renseignements que j'ai... même quand j'ai montré des dossiers de l'SS des années 30, elle m'a dit, oui, mais quand il a écrit ça, peut-être, c'était pas le... Vous voyez un peu ce que je veux dire? C'était vraiment... Et j'ai remarqué quelque chose de très différent entre les générations à ce moment-là, quand j'ai rencontré sa petite fille. Micro, Julie. Ça marche plus. Voilà. C'est bon? Pardon. Donc, il y avait une question aussi pour essayer d'affiner un peu le portrait idéologique, intellectuel de Kissinger. Une question de Béatrice de Linière-Leroux qui demande si on sait quelque chose des convictions religieuses de Kissinger et sa famille. Très, très, très protestant. Comme beaucoup, je pense que Nicolas, vous avez écrit quelque chose sur ça dans votre livre, non? Allez-y. Oui, pour Kruger, pour Kruger, j'avais trouvé tous ses journaux intimes sur des dizaines d'années. Il parle jamais de religion, mais pour le dire très rapidement pour les auditeurs, on peut passer par un biais pour vous répondre. Si on regarde les gens qui ont voté pour Adolf Hitler, par exemple au maximum, le maximum, il est atteint en juillet 1932 avec plus de 13 millions de votants, c'est-à-dire en gros 37% des Allemands en âge de voter. Ce vote, il est quasiment unanimement protestant. Les catholiques ont voté pour un parti catholique et c'est vrai que chez certains... Vous voyez, ce que j'essaye pas de vous dire que les protestants sont tous devenus nazis, hein, attention bien sûr, mais qu'en gros, il y a une crise dans le protestantisme allemand dans les années 20 qui va faire que, alors que Hitler a été élevé dans le catholicisme, Goebbels aussi, c'est un phénomène relativement protestant et moi ça m'étonne pas du tout. Il y en a même qui ont essayé de pousser ça vers une sorte d'église nationale protestante, etc. Donc c'est voilà, pour le coup, beaucoup de SS, je termine, avaient même quitté la foi protestante, étaient allés encore plus loin pour développer une sorte de spiritualité un peu spécifique à la SS et voilà. C'est un facteur qui est encore, Daniel peut-être me contredira ou je sais pas, mais on n'a pas encore de très grands livres sur le lien entre nazisme et religion. Oui, je suis d'accord. Je cherchais ça quand Et ça reste encore à faire, encore un trou qui est... Alors, il y a un livre qui est sorti qui s'appelle Zertrittene Volksgemeinschaft, c'est-à-dire, mais c'est un truc très technique sur la relation des églises avec le nazisme, mais sur quelque chose de plus large et du point de vue idéologique, il manque très fortement un livre. Oui, et je dis aussi dans le livre que parmi les autres fonctionnaires de SS, la proportion, je me souviens pas, je veux pas me tromper, mais c'est dans le livre, c'était, je sais pas, peut-être 75% protestants ou quelque chose comme ça. C'était pas 50-50. Genre, beaucoup plus de gens dans les SS étaient des familles protestantes et non pas catholiques. C'est intéressant à savoir, ça, qu'il n'y a pas encore de recherche sur... bon, alors, il y a beaucoup de personnes qui posent la question, mais je crois que, enfin, pour ceux qui ont lu le livre, ça reste une énigme de quoi est-il mort? Il est mort précocement, mais de quoi est-il mort? Quand? Où? On ne sait pas, en fait. C'est quelque chose... Comment, si je peux répondre à la question comment Kissinger, donc il disparaît à la fin de la guerre, mais on ne sait pas, au fait. Enfin, je ne sais plus si on sait comment il est mort. Je sais que vous avez retrouvé sa tombe, je pense. Oui. Vous allez sur sa tombe. Oui, à Prague. Voilà. Oui. Mais de quoi est-il mort
bah, je ne veux pas tout dire maintenant parce que sinon... mais non, quand j'ai rencontré la famille Griesinger pour la première fois, le neveu avec sa femme, ils m'ont expliqué que Griesinger a été dans un hôpital à Prague en septembre 1945. Et à ce moment-là, il y avait soit les Russes ou soit les Tchèques qui sont arrivés dans l'hôpital et qui l'ont fusillé à ce moment-là. Mais quand je suis allé aux archives, il y a une autre histoire qui n'était pas tout à fait en correspondance avec la version familiale. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est mort en septembre 1945. Il a été mis dans comment dirais-je, une tombe où il n'y a pas comment dirais-je ça? J'oublie. Bon, il est enterré à Prague, dans une commune, dans une tombe avec beaucoup d'autres gens. Et oui, je suis allé au cimetière pour essayer de trouver sa tombe. Et c'était quelque chose qui a vraiment, le décès de Griesinger, c'était quelque chose qui a vraiment marqué sa maman. Elle était complètement... c'était quelque chose qui... Elle ne s'est pas arrivée de comprendre qu'un fils soit mort à Prague en 1945. Elle a envoyé quelqu'un à Prague, quelqu'un de Stuttgart, pour vraiment trouver sa tombe. Ils ont pris un peu de terre de sa tombe de 1945 et cette dame, elle a ramené à Stuttgart et sa maman, Wally, elle a créé une sorte d'édifice à son fils à la maison. Et c'est intéressant ce qu'on disait tout à l'heure avec la religion parce qu'elle est devenue catholique dans les années 50 parce que, une des raisons, c'est parce que elle a rencontré un prêtre qui a dit, bon, si vous faites une conversion, si vous devenez catholique, vous allez voir votre fils, madame. Donc, elle a payé ce monsieur des milliers de Reich à ce moment, des Deutschmark à ce moment-là pour voir son fils. Et ça, c'est chaque personne que j'ai interviewée, ils ont tous parlé de ça, de ce prêtre qui est venu à la maison 2 fois par semaine, et aussi du nouveau catholicisme de Wally Griesinger. Merci. Il y a Dominique Lanzmann qui nous suit et que nous saluons, qui signale l'excellent livre, c'est Dominique qui l'écrit, de Rita Thalmann, Protestantisme et nationalisme en Allemagne. Je cite aussi ces livres parce qu'il y a des gens qui nous suivent sur Facebook et qui n'ont pas accès à nos échanges un peu frénétiques. Voilà. Est-ce que... peut-être une dernière question. Je voulais juste vous lire le petit, parce que Victor Ayoun n'a pas pris la parole oralement, mais il vous a écrit un petit mot. Bonsoir et merci pour vos interventions très intéressantes. Je vous suis depuis Israël et c'est très passionnant. En hébreu, les mots chercheur et enquêteur ont la même racine, d'où le côté passionnant dans cette recherche qui progresse comme une enquête. Un grand bonjour à Daniel que j'ai eu le plaisir de rencontrer il y a quelques années lors d'un colloque. Oui, je me souviens. Bonsoir, Victor. J'espère que vous allez bien. Merci à vous. Netanya. Voilà. Je me souviens. Alors, peut-être une dernière question de Josiane Enos qui nous demande si les filles donc de Griesinger ont-elles dit si, à leur connaissance, il y avait d'autres nazis dans la famille? Tout le monde m'a... Bonne question. En fait, chaque personne dans la famille que j'ai rencontrée, ils ont tous dit la même chose. C'était que Robert Griesinger. Je suis sûr que dans chaque famille, c'est toujours la même histoire. Il y avait juste un mouton noir et les autres, ils étaient tous dans la résistance ou je ne sais pas quoi. Donc, lui, c'est le seul que j'ai trouvé. Même si sa maman, par contre, elle faisait partie d'une sorte d'organisation féminine du parti nazi. Et après la guerre, il y avait une sorte
elle devait faire le procès de dénotification. Donc, il y avait un dossier sur elle que j'ai trouvé à Stuttgart. Mais sinon, dans la famille, on parle que de Robert, qui n'est pas un grand choc. Nicolas, est-ce que vous voulez dire un petit mot de conclusion ou... Non, à part un merci, parce que je pense que c'est vraiment important qu'on ait ces recherches qui éclairent toujours tous les aspects, y compris avec d'autres livres qui montrent la trajectoire de nazis qui, eux, ont survécu. Donc, comment tout ça se passe après-guerre. Parce que ça aussi, c'est un sujet qui est parfois étudié, mais il manque encore pas mal de recherches pour savoir comment. Hein. On estime, j'aime bien les chiffres, hein, il y avait 8 millions de personnes qui avaient leur carte au parti nazi en 1945. Ils ne sont pas tous morts, ils n'ont pas eu tous des procès en dénazification. Qu'est-ce que tout ça, ça a fait à la société allemande? Et on voit qu'ici, le livre de Daniel lance des pistes très intéressantes dans cette mémoire générationnelle, intergénérationnelle. Donc voilà, donc non, un grand merci et merci au Mémorial pour l'invitation. C'est toujours un plaisir. Et je vous remercie infiniment tous les deux d'avoir accepté, dans ces circonstances vraiment particulières, de faire cette conversation via Zoom. Je sais que c'est fatigant, frustrant, mais en même temps, on voit quand même que le public est là et c'est vraiment chouette de le voir aussi réactif aussi et à nous suivre dans toutes ces rencontres. Donc, avant de nous quitter, je vous informe des prochains rendez-vous Zoom du Mémorial. Comme le disait Daniel, nous organisons 2 rencontres ce dimanche à l'occasion de la parution du dernier numéro de la revue d'histoire de la Shoah, qui est un numéro sur Vichy, qui a été coordonné par Laurent Joly, qui est passionnant, qui s'intitule « Vichy, les Français et la Shoah, un état de la connaissance scientifique ». Et Daniel, vous avez fait une contribution dans ce livre. Donc, 2 rencontres. La première à 14h30, qui réunit des journalistes et des historiens, discutera de la manière dont certains médias remettent au goût du jour ce qu'on appelle la thèse du moindre mal. La thèse du moindre mal, qui consiste à dire que Vichy aurait sacrifié les juifs étrangers pour sauver les juifs français, donc avec Céline Pigalle de BFM TV, Ariane Chemin du Monde, animée par Sonia De Villers et en présence de Laurent Joly. Et la deuxième rencontre à 16h30, qui réunit cette fois un panel exclusivement d'historiens, débattra de 2 questions essentielles. Pour quelles raisons Vichy a-t-il accepté de contribuer à la politique génocidaire des nazis? Et comment expliquer que la majorité des Juifs ait pu survivre en France? Dernier petit élément, jeudi prochain, le 28 novembre, nous accueillerons sur Zoom l'historien américain Timothy Snyder pour une conférence inaugurale d'un cycle de rencontres sur les grands enjeux de l'année 1941. Qui, comme vous le savez, est une année décisive dans la destinée des Juifs européens. Vous retrouverez toutes ces informations sur le site du Mémorial et sur les réseaux sociaux. Encore un immense merci, Daniel et Nicolas. À très bientôt. On aura l'occasion de faire des choses ensemble. Il faut tenir nous au courant de vos futures recherches, de vos projets. Cher public, je vous salue également. J'espère vous voir dimanche. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Portez-vous bien. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, Julie. Au revoir. Au revoir.